À l'intérieur de la Grande Pyramide se trouve un espace qu'aucun visiteur de l'Antiquité n'a décrit. Il n'a pas été découvert en brisant un mur, en ouvrant un tunnel ou en retirant des blocs. Il a été détecté grâce à des particules produites dans l'atmosphère, capables de traverser des centaines de mètres de pierre. En 2017, 3 systèmes indépendants de myographie ont identifié un grand vide au-dessus de la Grande Galerie. Des années plus tard, la même technique a permis de localiser et de mesurer un autre couloir, caché derrière les blocs disposés en chevron sur la face nord de la pyramide. Les chercheurs savent que ces espaces existent, mais ils ne savent pas encore avec certitude pourquoi ils ont été construits. Ils ont pu servir à soulager la pression exercée par les pierres supérieures. Ils peuvent être liés au processus de construction, ou ils peuvent faire partie d'une organisation interne que nous ne comprenons pas encore complètement. Cette découverte résume le paradoxe des grandes ruines antiques. Plus nous employons de technologies pour les examiner, plus nous nous rendons compte que nous ne sommes pas face à des œuvres inexplicables. Nous sommes face à des systèmes insuffisamment documentés. La question n'est donc pas de savoir si les anciens étaient capables de construire ces structures. Les structures sont devant nous. La véritable question est ailleurs. Jusqu'où les êtres humains ont-ils réussi à pousser l'ingénierie sans moteur, sans acier moderne, sans explosifs, sans grues hydrauliques, ni équipements industriels? Pour chercher une réponse, nous allons enquêter sur 30 ruines. Non pas comme une succession de merveilles, mais comme 30 solutions à des problèmes concrets. Déplacer des poids colossaux, tailler la roche, maîtriser l'eau, transporter des matériaux sur de grandes distances, résister aux tremblements de terre et construire dans des lieux où le paysage lui-même semblait rejeter toute occupation. Sur la côte égyptienne de la mer Rouge, à Wadi el-Jarf, des archéologues ont trouvé des papyrus produits durant le règne du pharaon Khéops. Parmi eux se trouvait le journal de Mérer, responsable d'une équipe de travailleurs. Le texte relate des voyages en bateau, des chargements et des déplacements de calcaire fin depuis les carrières de Tura jusqu'à Akhet Khufu, le complexe de la Grande Pyramide. Le journal n'explique pas comment chaque bloc a été soulevé. Il ne décrit pas non plus le système complet de rampes utilisé pour la construction. Sa valeur réside ailleurs. Il montre la pyramide comme une immense opération administrative. Il existait des équipes identifiées, des superviseurs, des embarcations, des ports, des canaux, des calendriers de travail et des systèmes réguliers d'approvisionnement. Le monument n'est pas né d'une succession d'efforts improvisés. Il dépendait d'un réseau reliant les carrières, le Nil, des installations portuaires et le plateau de Gizeh. Cela change la question. La difficulté n'était pas seulement d'ériger une pierre, c'était de garantir que des milliers de pierres, d'outils, de vivres et de travailleurs arrivent aux bons endroits, dans l'ordre nécessaire et au moment opportun. La forme exacte des rampes continue de faire débat. Des rampes frontales, latérales, en zigzag ou des combinaisons de différents systèmes ont pu être utilisées à différentes phases. Ce que les preuves démontrent, c'est que la construction était égyptienne, organisée et techniquement possible. Ce qu'elle ne démontre pas encore, c'est chaque mouvement effectué durant ces décennies de travail. Cette différence entre preuve et reconstruction sera fondamentale dans tous les cas suivants. Au Liban, la plateforme du temple romain de Jupiter, à Baalbek, comporte 3 blocs connus sous le nom de trilithons. Chacun d'eux pèse plusieurs centaines de tonnes. À proximité, une ancienne carrière conserve des pierres encore plus grandes. L'une d'elles, identifiée lors de fouilles modernes, a été estimée à environ 1650 tonnes. Elle n'a jamais quitté la carrière. Ce détail est plus révélateur que n'importe quelle légende. Les constructeurs savaient tailler des blocs extraordinaires, mais ils abandonnaient aussi des pièces présentant des fissures, des défauts ou des difficultés excessives. La présence de pierres inachevées permet d'observer le processus avant qu'il ne soit dissimulé par la construction finale. La carrière se trouvait sur un terrain légèrement plus élevé que le sanctuaire. Cela aurait pu favoriser un déplacement progressif par des chemins préparés, à l'aide de traîneaux, de leviers, de cabestans et de grandes équipes de traction. Cependant, aucun document connu ne décrit le déplacement des blocs du trilithon.
différents systèmes continuent d'être discutés et toute reconstruction doit être présentée comme une hypothèse. Le cas de Baalbek montre que quelque chose de techniquement possible peut néanmoins être extraordinairement difficile. Les Romains maîtrisaient les treuils, les cabestans, les leviers et les grandes opérations de construction. Malgré cela, le choix de blocs aussi lourds a créé un problème qui reste difficile à reproduire expérimentalement. À Stonehenge, l'échelle est plus petite qu'à Baalbek, mais le problème logistique est plus complexe qu'il n'y paraît. Des analyses géochimiques ont démontré que 50 des 52 grands blocs de grès examinés partagent une signature compatible avec Westwoods, à environ 25 km au nord du monument. Les pierres plus petites, connues sous le nom de Bluestones, provenaient de régions bien plus lointaines, à l'ouest de l'actuel pays de Galles. Ce n'est pas seulement le poids qui a rendu Stonehenge exceptionnel. Ces constructeurs ont assemblé des blocs horizontaux sur des piliers verticaux à l'aide de joints semblables à des tenons et mortaises. Les pierres horizontales ont également été reliées entre elles, formant un cercle structurel. Il est possible que le bois ait fourni une partie du langage technique. Des constructeurs habitués à réaliser des assemblages dans des structures en bois ont peut-être transféré ces principes à la pierre. Il n'existe pas encore de consensus sur l'ensemble du trajet des pierres venues du pays de Galles, ni sur la part de transport terrestre et aquatique impliquée. Mais le monument témoigne d'une planification qui a traversé les générations. Stonehenge n'a pas été construit en un seul épisode. Ces différentes phases se sont étendues sur des siècles, reliant des communautés qui ont continué à modifier le même lieu. La technologie nécessaire ne résidait pas seulement dans les outils, elle résidait dans la continuité d'une idée. Dans les Andes péruviennes, le temple du soleil d'Ollantaytambo présente d'énormes blocs de rhyolite rose. La carrière principale se trouvait de l'autre côté de la vallée du fleuve Urubamba. Pour atteindre la zone de construction, les pierres devaient descendre la montagne, traverser le fond de la vallée, puis remonter par des rampes préparées. Des blocs abandonnés le long du parcours marquent encore certaines parties de cette route. Ils sont connus localement sous le nom de pierres fatiguées. Mais ils ne témoignent pas de travailleurs incapables. Ils sont la trace matérielle d'une chaîne de transport interrompue. Des études expérimentales ont démontré que des marteaux de pierre disponibles dans la région pouvaient dégrossir le matériau. Le défi s'accroissait lors des étapes d'ajustement, de polissage et de positionnement. La méthode complète utilisée pour transporter les plus gros blocs n'a pas été consignée. Cordes, rampes, leviers et grandes équipes sont compatibles avec les preuves disponibles. Le fait décisif est que la route devait être préparée avant le déplacement. Les Incas ne se contentaient pas de transporter une roche. Ils construisaient une route temporaire pour que cette roche puisse voyager. Au-dessus de Cusco, les murailles de Sacsayhuaman ont été érigées avec des blocs polygonaux de formes différentes. L'image d'assemblage extrêmement serré est souvent utilisée pour suggérer une technique inconnue. Mais le site est plus complexe. Il existe des zones présentant différents niveaux de finition. Certaines parties ont été démontées après la conquête espagnole. Des pierres ont été retirées et réutilisées pour construire des édifices à Cusco. Des secteurs incomplets et fragmentés compliquent la reconstruction de la séquence originale. Les pierres pouvaient être approchées, marquées, retirées, corrigées et repositionnées à plusieurs reprises. Des reliefs naturels étaient incorporés aux formes, réduisant la quantité de matériaux à retirer. La maçonnerie polygonale évite également de longues lignes de joints continus, bien que le comportement de chaque mur face aux tremblements de terre dépende de nombreux facteurs. Ce qui demeure sans réponse, c'est la séquence exacte utilisée par les maîtres constructeurs. Le mur ne révèle pas seulement comment les pierres ont fini, il cache toutes les tentatives effectuées avant l'assemblage final. En Bolivie, Pumapunku a été transformé par des siècles de destruction, de retrait de pierres et de reconstructions erronées. Pendant longtemps, les blocs dispersés ont semblé être des pièces sans contexte. La modélisation tridimensionnelle et l'impression à l'échelle ont commencé à changer ce tableau. Des chercheurs ont numérisé des fragments, imprimé des modèles et testé différentes combinaisons.
Ce travail a révélé des éléments répétés, des versions en miroir, des proportions standardisées et des pièces appartenant à des portails et des murs modulaires. La plus grande dalle de grès étudiée présente un poids estimé à environ 83 tonnes. Les blocs d'andésite présentent des surfaces planes, des angles internes, des entailles et des points de levage. Certaines pièces étaient entièrement finalisées avant d'être posées. Cela exigeait que le constructeur prévoie l'assemblage à l'avance. La recherche a également apporté une correction importante. Pumapunku n'a probablement jamais été achevé. C'est pourquoi toute image d'une construction parfaite et entièrement achevée comporte une part de reconstruction hypothétique. La précision est réelle, la modularité est réelle, la planification est réelle. Mais l'aspect final du complexe reste encore inconnu. Si transporter des pierres gigantesques était difficile, certaines civilisations ont trouvé une solution radicale. Au lieu de transporter des murs entiers, elles ont construit en retirant la pierre directement d'une montagne. Petra est souvent évoquée pour ses façades taillées dans le grès. Mais une ville ne survit pas dans le désert grâce à des façades. La véritable infrastructure nabatéenne comprenait des barrages, des canaux, des citernes, des réservoirs et des conduites destinées à capter les pluies saisonnières, empêcher les crues soudaines et distribuer l'eau. Ce système a permis une occupation étendue dans une région essentiellement aride. Les grandes façades étaient taillées de haut en bas. Des plateformes étaient ouvertes dans la roche, permettant aux travailleurs de retirer des couches successives sans être atteints par les fragments qui tombaient. Cette méthode réduisait le besoin de grands échafaudages, mais créait un autre risque. Toute erreur grave serait conservée dans la montagne elle-même. Petra démontre l'union de deux ingénieries. L'une était monumentale et visible. L'autre conduisait l'eau discrètement à travers les parois et les vallées. Sans la seconde, la première n'aurait pas existé. En Éthiopie, 11 églises médiévales de Lalibela ont été taillées dans la roche volcanique. Certaines sont partiellement séparées du terrain. D'autres sont monolithiques. Murs, piliers, fenêtres et toitures appartiennent à un même bloc de pierre. Les complexes sont reliés par des passages, des tranchées, des tunnels, des cours et des systèmes de drainage. Le processus commence par l'espace négatif. D'abord, les constructeurs délimitent le volume extérieur. Ensuite, ils creusent tout autour, isolant l'édifice de la masse rocheuse. Enfin, ils ouvrent des portes, des salles et des colonnes à l'intérieur. Dans une construction conventionnelle, une colonne endommagée peut être remplacée avant de recevoir la charge. À Lalibela, une colonne mal taillée ne peut pas être remplacée. L'ouvrage exigeait une planification spatiale, un contrôle de l'alignement et une compréhension de la roche avant même que l'intérieur soit entièrement visible. En Inde, le temple de Kailasa, à Ellora, a poussé la logique monolithique à une échelle encore plus grande. Le sanctuaire a été taillé dans un flanc de colline, au sein d'un ensemble réunissant des traditions bouddhistes, hindouistes et jaïnistes. La cour, les pavillons, les colonnes, les escaliers et les sculptures ont été libérés de la roche par un retrait progressif de matériaux. Il n'existe aucun registre permettant de calculer avec certitude le nombre exact de travailleurs, le volume total retiré ou la durée de chaque phase. Les chiffres très précis diffusés au sujet de la construction dépassent souvent ce que les preuves permettent réellement d'affirmer. Ce qui peut être observé suffit. Les constructeurs ont maintenu des proportions architecturales tout en progressant de haut en bas et de l'extérieur vers l'intérieur. Kailasa semble avoir été assemblé. En réalité, il a été révélé lentement à l'intérieur d'une masse de basalte. À Abu Simbel, la façade colossale de Ramsès II protège une séquence de salles creusées profondément dans la montagne. L'axe, les dimensions des chambres et la position des statues ont été intégrés à l'orientation de l'ensemble. Au XXe siècle, la construction du barrage d'Assouan a menacé de submerger les temples. Une campagne internationale a démonté le complexe en grands blocs et l'a reconstruit sur un terrain plus élevé. L'opération moderne est importante pour comprendre l'ancienne. Des ingénieurs disposant de machines, de relevés précis et d'une documentation détaillée ont dû traiter le temple comme un système spatial.
Chaque bloc dépendait de la position de tous les autres. Les Égyptiens de l'Antiquité ont dû affronter l'opération inverse. Ils n'ont pas reçu de pièces numérotées. Ils ont dû créer le système directement à l'intérieur de la montagne en maintenant l'axe tandis que l'excavation progressait vers l'obscurité. En Cappadoce, Derinkuyu n'est pas un édifice. C'est un réseau. Salles, entrepôts, étables, espaces religieux, puits et couloirs ont été creusés dans des roches volcaniques relativement faciles à tailler une fois exposées, mais capables de maintenir de grandes cavités lorsque la géométrie respecte les fractures naturelles. Les constructeurs évitaient d'orienter certaines parois de manière défavorable par rapport aux joints de la roche. Des systèmes de ventilation et diverses connexions permettaient l'usage de plusieurs niveaux souterrains. De nombreuses affirmations populaires concernant le nombre d'habitants, la profondeur maximale et le nombre d'étages sont des estimations présentées comme des certitudes. La chronologie est également complexe. Derinkuyu a été agrandi et réutilisé par différentes communautés. Son véritable exploit ne réside pas dans un seul chiffre impressionnant. Il réside dans la capacité à agrandir un réseau souterrain sans provoquer d'effondrement, sans perdre la ventilation et sans couper accidentellement un puits ou un passage essentiel. Au Sri Lanka, Sigiriya combine une forteresse au sommet d'une formation rocheuse avec des jardins, des murailles, des fossés, des réservoirs et des terrasses à sa base. Le défi était vertical. Des zones cérémonielles et résidentielles ont été réparties entre les jardins inférieurs, les pentes et une plateforme élevée surplombant le terrain. L'eau participait aussi bien à la défense qu'à la composition du paysage. Des canaux et des réservoirs alimentaient des jardins géométriques, tandis que des escaliers, des passages et des structures tiraient parti des formes naturelles de la roche. Sigiriya n'est pas seulement une forteresse posée sur un rocher, c'est une tentative de transformer tout le rocher en architecture. Le paysage a été utilisé comme fondation, rempart, symbole de pouvoir et système de circulation. Lorsque nous observons Petra, Lalibela, Kailasa, Abu Simbel, Derinkuyu et Sigiriya, une conclusion commence à se dessiner. Les constructeurs anciens ne luttaient pas toujours contre la géologie. Bien souvent, ils concevaient avec elle. Mais la pierre n'était que la partie restée visible. Dans plusieurs villes, l'ingénierie la plus importante a disparu sous la terre, les sédiments et la végétation. C'était l'ingénierie de l'eau. Machu Picchu a été construite dans une région de pentes abruptes, de pluies intenses et d'activités sismiques. Dans cet environnement, ériger des murs n'était qu'un début. Les terrasses servaient à la fois de soutènement, de surface agricole et de système de drainage. Des couches de pierre, de gravier et de terre permettaient à l'eau de s'infiltrer sans saturer immédiatement le sol. Des canaux captaient des sources et distribuaient l'eau à travers une série de fontaines. Les structures devaient également résister sur un terrain géologiquement actif. La précision des pierres attire le regard, mais une partie de la survie du site dépend d'éléments que presque personne ne voit. Fondations, remblais et chemins de drainage. À Machu Picchu, maîtriser l'eau signifiait empêcher la montagne de se mettre à bouger. Pendant longtemps, Angkor a été imaginé principalement comme un ensemble de temples entourés par la forêt. Le lidar a modifié cette interprétation. Des impulsions laser émises depuis des aéronefs ont traversé de petites ouvertures dans la végétation et ont permis de créer des modèles de la surface du terrain. Sont alors apparus des voies, des remblais, des canaux, des réservoirs, des quartiers et des structures agricoles auparavant difficiles à identifier. Les relevés ont démontré qu'Angkor s'intégrait dans un vaste paysage urbain de faible densité. L'eau des moussons devait être stockée, détournée et distribuée. Les canaux pouvaient fonctionner différemment selon le niveau de l'eau et la saison. Ce système a favorisé l'expansion urbaine, mais il a aussi créé des vulnérabilités. Sédiments, érosion, sécheresse prolongée et pluies extrêmes pouvaient affecter des réseaux interdépendants. Il n'existe pas de cause unique communément admise pour expliquer le déclin d'Angkor. Ce que le lidar a révélé, c'est l'ampleur de l'organisme qu'il fallait entretenir. Tikal ne disposait pas d'un grand fleuve traversant le centre urbain.
La ville dépendait de la collecte des eaux de pluie et de réservoirs. Des places et des surfaces inclinées aidaient à conduire l'eau. Des canaux acheminaient le flux vers des zones de stockage qui soutenaient la population durant la saison sèche. Une étude des sédiments de l'un des réservoirs a révélé la présence de quartz cristallin et de zéolite. La zéolite possède une structure microscopique capable de retenir certains contaminants. Les chercheurs ont interprété cette combinaison comme la preuve d'un système de filtration. Cela ne signifie pas que toute l'eau de Tikal était pure. D'autres réservoirs ont présenté des signes de contamination. Le tableau n'en est que plus intéressant. Différentes parties du réseau pouvaient avoir une qualité et des fonctions différentes. Les Mayas ne disposaient pas d'un système parfait. Ils disposaient d'un système adapté, entretenu en permanence et sujet à des défaillances. Teotihuacan a été planifié à grande échelle. L'Avenue des Morts organise pyramides, places et ensembles résidentiels. Le cours de la rivière San Juan a été modifié pour traverser la structure urbaine, intégrant le flux de l'eau au plan de la ville. Nous ne savons pas comment ses habitants appelaient Teotihuacan. Le nom a été transmis par des peuples postérieurs. Il n'existe pas non plus un seul dirigeant connu à qui l'on puisse attribuer le mérite du projet. Cette absence d'un architecte ou d'un roi individuel est significative. Une ville de cette taille exigeait des normes partagées, des autorités capables de superviser les travaux et des équipes reproduisant les mêmes proportions dans différents quartiers. Teotihuacan démontre qu'une ingénierie urbaine monumentale peut exister sans le type de biographie royale que l'on trouve en Égypte ou en Perse. La ville est le document. Dans la vallée de l'Indus, Mohenjo-Daro a été construite avec des rues organisées, des bâtiments de briques, des puits et des systèmes d'évacuation des eaux. Les voies se croisaient de manière ordonnée et la planification intégrait assainissement et drainage. Des canaux couverts recevaient l'eau provenant des zones domestiques. Des puits étaient répartis dans toute la ville. Des plateformes surélevées protégèrent certains secteurs. Pendant longtemps, les drains ont été décrits de manière générique comme des égouts. Des études ultérieures ont suggéré que certaines parties du système étaient principalement liées à l'évacuation des eaux usées dans les environnements proches des puits. Les fonctions variaient probablement d'une zone à l'autre. L'écriture de la vallée de l'Indus n'a pas encore été déchiffrée. C'est pourquoi murs, puits et canalisations doivent témoigner d'une administration que nous ne parvenons pas à lire. Mohenjo-Daro montre une société dans laquelle standardisation et infrastructure ont atteint une grande importance, même si les noms de ses planificateurs ont disparu. Masada se dresse sur un plateau isolé proche de la mer Morte. La pluie y est rare. Cependant, lorsqu'elle survient, elle peut dévaler violemment les vallées voisines. Des canaux conduisaient ces torrents vers de grandes citernes creusées dans les pentes. L'eau devait ensuite être transportée vers les zones supérieures. Le système a permis d'approvisionner palais, bains, entrepôts et habitants dans un lieu naturellement limité. Masada illustre une règle qui se répète sur différents continents. Une ville n'a pas besoin de se situer près d'une source permanente lorsqu'elle parvient à transformer de brefs épisodes de pluie en réserves durables. Machu Picchu drainait une montagne humide. Masada captait un désert. Entre ces deux extrêmes, Angkor, Tikal, Teotihuacan et Mohenjo-Daro ont conçu des villes autour du mouvement de l'eau. L'ingénierie antique ne cherchait pas simplement à dominer la nature. Elle observait les cycles et construisait à l'intérieur d'eux. Mais aucun système urbain ne fonctionne uniquement avec des ressources trouvées sur place. Certains des projets suivants ont dépendu de matériaux transportés à travers mer, montagnes et déserts. Sur l'île de Pohnpei, dans l'océan Pacifique, Nan Madol a été construite sur des dizaines d'îlots artificiels. Des murs de basalte entourent des plateformes remplies de pierres et de corail. Des canaux séparent les ensembles, créant un paysage souvent comparé à une ville sur l'eau. Datation et analyse géologique ont permis de reconstituer différentes phases de construction. La méthode exacte de transport des plus grands prismes de basalte fait encore débat. Radeaux, embarcations et déplacements côtiers ont probablement fait partie de l'opération.
Nan Madol n'exige pas une technologie inconnue. Elle exige une communauté capable de mobiliser des matériaux lourds dans un environnement insulaire et de maintenir des plateformes artificielles exposées à l'eau salée. Les moaïs de Rapa Nui ont été sculptés principalement dans le tuf volcanique de la carrière de Rano Raraku. Des centaines ont été transportés vers des plateformes cérémonielles réparties sur l'île. D'autres sont restés dans la carrière ou sont tombés le long des anciennes routes. Pendant des décennies, des chercheurs ont testé des traîneaux, des rouleaux et différents systèmes de traction. Une hypothèse a gagné du soutien grâce à la modélisation tridimensionnelle, à l'analyse des bases et à des expériences physiques. Les moaïs auraient pu être transportés à la verticale, en oscillant d'un côté à l'autre à l'aide de cordes. Lors de l'un des tests, une réplique d'environ 4 tonnes a été déplacée par une petite équipe. Cela ne prouve pas que toutes les statues aient suivi exactement la même méthode. Différentes tailles, distances et terrains pouvaient exiger des adaptations. Mais l'expérience démontre qu'une statue apparemment immobile peut devenir transportable lorsque sa propre forme participe au mouvement. La base courbe, l'inclinaison et le centre de masse n'étaient peut-être pas des défauts, ils pouvaient en faire partie du système. Entre les 11e et 15e siècles, des communautés ancestrales des peuples Shonnas ont construit le Grand Zimbabwe. Les murailles ont été érigées en maçonnerie de pierres sèches, sans mortier. Des pierres soigneusement sélectionnées et disposées ont créé des murs courbes, des passages et des enceintes monumentales. Pendant la période coloniale, des chercheurs européens ont refusé d'admettre que des Africains locaux aient pu construire ce complexe. Ils ont avancé l'hypothèse de Phéniciens, d'Arabes et d'autres bâtisseurs étrangers. Cette interprétation n'est pas née des preuves, elle est née des préjugés. Fouilles, datations et objets retrouvés sur place ont démontré l'origine africaine du site et son lien avec des réseaux commerciaux de longue distance. Le Grand Zimbabwe offre une mise en garde. Parfois, une construction est qualifiée d'inexplicable, non pas parce que les preuves font défaut, mais parce que quelqu'un refuse d'accepter celui que les preuves désignent comme bâtisseur. Dans l'actuel Nouveau-Mexique, les grandes constructions de Chaco Canyon ont consommé d'énormes quantités de bois. L'environnement immédiat n'offrait pas assez de forêt pour l'ensemble de l'ouvrage. Des analyses chimiques et des études des cernes de croissance des arbres ont identifié des sources dans des chaînes de montagnes lointaines. Une partie des poutres a parcouru plus de 70 km. Elles n'ont pas été retrouvées comme un chargement intact sur une route. Leur origine a été reconstituée grâce à la chimie présente dans le bois. Nous ne savons pas comment chaque tronc a été transporté. Des expériences évaluent l'usage de sangles frontales portées sur la tête, ainsi que le travail d'équipe réduite ou coordonnée. L'exploit principal n'est pas seulement physique. Pour que des milliers de poutres parviennent jusqu'au canyon, des communautés séparées par de grandes distances devaient participer à un réseau social et cérémoniel. Le monument commençait bien avant le chantier. Il commençait par le choix d'un arbre sur une montagne lointaine. Persépolis fut initié par Darius le Grand, sur une terrasse en partie naturelle et en partie artificielle. Des escaliers monumentaux menaient à des salles de réception, des portiques et des palais. De hautes colonnes soutenaient de grandes toitures. Les architectes achéménides ont réduit le poids des toitures et employé des poutres en bois, permettant à des colonnes relativement élancées de soutenir de vastes espaces. Les chapiteaux décorés d'animaux ne servaient pas uniquement d'ornementation. Leur forme recevait et répartissait les poutres. Persépolis rassemblait des techniques et des travailleurs venus de différentes régions de l'Empire. L'architecture elle-même exprimait cette diversité à travers les délégations sculptées sur les escaliers. Le complexe était un instrument politique. L'ingénierie organisait la pierre, le bois et la circulation pour produire une expérience de pouvoir impérial. À Java, Borobudur a été construit comme une montagne architecturale composée de plateformes, de galeries, de reliefs et de stupas. La structure enveloppe une élévation naturelle, mais son poids et son exposition aux pluies tropicales ont créé des problèmes de drainage. Canaux, gargouilles et couches internes conduisaient l'eau hors du monument.
La préservation moderne a dû restaurer et perfectionner certaines parties de ce système, car l'infiltration menaçait la stabilité de la construction. Borobudur transforme le déplacement physique en narration. Le visiteur monte à travers des galeries et passe devant des centaines de reliefs avant d'atteindre les niveaux supérieurs. L'ingénierie ne maîtrise pas seulement les charges et la pluie, elle maîtrise la séquence par laquelle l'espace est appréhendé. Nanmadol a organisé des îles. Rapa Nui a déplacé des statues. Le Grand Zimbabwe a assemblé la pierre sans mortier. Chaco Canyon a transporté des forêts. Persépolis a transformé une terrasse en scène impériale. Borobudur a construit un pèlerinage en forme de montagne. Mais déplacer et assembler des matériaux ne représente que la moitié d'un projet. L'autre moitié commence après le départ des travailleurs. C'est la capacité à rester debout. La coupole du Panthéon de Rome demeure la plus grande coupole en béton non armée du monde. Sa stabilité dépend de la géométrie et de la réduction de masse. À mesure que la coupole s'élève, son épaisseur diminue. Des matériaux plus légers ont été employés dans les parties supérieures. Les caissons retirent du poids sans éliminer complètement la rigidité. Au centre, l'oculus supprime la zone qui aurait été structurellement la plus difficile à fermer et permet l'entrée de la lumière. Des recherches sur le béton romain ont identifié des fragments riches en chaux, autrefois interprétés comme les signes d'un mélange défectueux. Des études récentes indiquent que l'incorporation de chaux vives dans un mélange chauffé peut produire des mécanismes capables de combler certaines fissures lorsque l'eau pénètre dans le matériau. Cela ne signifie pas que tout le béton romain possédait la même composition, ni qu'il serait supérieur à toute application moderne. Cela signifie qu'une caractéristique considérée comme imparfaite a pu contribuer à sa durabilité. Le pont du Gard faisait partie d'un aqueduc d'environ 50 km qui alimentait la ville de Nîmes. Le pont élevait le canal sur près de 50 mètres pour traverser le Gardon. Le défi fondamental résidait dans la pente. Si elle était trop prononcée, l'eau gagnerait en vitesse et pourrait endommager le canal. Si elle était trop faible ou irrégulière, le débit diminuerait et des sédiments s'accumuleraient. Les arcs répartissent les charges vers les piliers, permettant à la structure d'atteindre une grande hauteur avec moins de matériaux qu'un mur massif. Le pont du Gard est monumental. Mais il faisait partie d'une ligne précise qui traversait collines, vallées et terrains variés. Le pont n'est que le point où une infrastructure presque invisible devient grandiose. Hattusa, capitale de l'empire hittite, était protégée par de vastes fortifications. La ville haute possédait des murailles doubles, plus d'une centaine de tours et des portes monumentales. Les constructeurs ont intégré les défenses aux collines, aux dénivelés et aux affleurements rocheux. Des passages souterrains traversaient certaines parties des murailles. Des portes resserraient le passage et exposaient quiconque tentait d'entrer. Les pierres les plus grandes formaient des bases capables de soutenir des structures supérieures en terre et en bois. L'aspect actuel, dominé par la pierre, peut fausser l'image d'origine. Une grande partie de l'élévation était composée de matériaux qui se sont détériorés ou ont été érodés. Hattusa rappelle qu'une ruine n'est pas l'édifice complet. C'est ce que le temps a décidé de conserver. Les murailles de Mycène et de Tirynthe ont tellement impressionné les Grecs postérieurs qu'elles ont été attribuées aux Cyclopes, géants mythologiques capables de déplacer des pierres qui semblaient dépasser la force humaine. Le terme cyclopéen conserve la trace de cette réaction antique. Ces sites furent d'importants centres de la civilisation mycénienne. Leurs murailles, portes et galeries employaient de grands blocs, des remplissages internes et des passages intégrés aux fortifications. Le mythe ne prouve pas que les Grecs ignoraient totalement les véritables bâtisseurs, mais il montre que des ruines anciennes paraissaient déjà anciennes et extraordinaires à d'autres sociétés de l'Antiquité elle-même. L'idée d'une construction impossible n'est pas née sur Internet. Elle apparaît chaque fois que la connaissance du processus disparaît avant le monument. Göbekli Tepe a été construit par des communautés du début du néolithique, avant la céramique et bien avant les grandes cités de Mésopotamie. Les enceintes contiennent des piliers en forme de T.
certains ornés d'animaux et d'éléments humains. Pendant longtemps, l'architecture a été considérée comme un assemblage de cercles indépendants. Une analyse géométrique a révélé des relations entre les centres de 3 enceintes principales, suggérant que certaines parties de l'ensemble ont pu être planifiées comme une composition intégrée. Cette interprétation ne clôt pas le débat. Nous ne savons pas exactement qui coordonnait les travaux, comment les communautés s'organisaient, ni quelle était la fonction spécifique de chaque enceinte. Mais cette possible planification géométrique renforce une conclusion importante. Des sociétés sans cité permanente pleinement développées pouvaient reproduire des projets collectifs complexes. L'ingénierie monumentale n'est pas apparue seulement après l'État. Elle a fait partie du long processus par lequel les communautés ont appris à se réunir, à coopérer et à construire des identités partagées. Karnak n'a pas été construit en une seule fois. Des pharaons successifs ont agrandi, transformé et réutilisé le complexe pendant de nombreux siècles. Dans la grande salle hypostyle, 134 colonnes de grès forment une forêt architecturale. Les colonnes centrales, plus hautes, permettaient l'entrée de la lumière par des ouvertures surélevées. Les blocs pouvaient être soulevés à l'aide de rampes temporaires en terre et en briques, réduisant le besoin de suspendre de grands poids directement dans les airs. Ensuite, le remblai était retiré. Cette technique est plausible et compatible avec les pratiques égyptiennes, bien que chaque étape de la construction de la salle ne soit pas documentée. Karnak introduit un dernier élément de l'ingénierie antique, la continuité institutionnelle. Aucune équipe n'avait besoin de maîtriser seule l'ensemble du projet. Méthodes, ateliers, mesures et symboles se transmettaient de génération en génération. Le monument dépassait la vie professionnelle de n'importe quel constructeur. Après avoir traversé 5 continents, la question initiale peut trouver une réponse. Comment ces constructions ont-elles été possibles sans moteur ? Premièrement, parce que l'absence de moteur ne signifie pas l'absence de machine. Les leviers multipliaient la force. Les rampes transformaient l'élévation en distance. Les traîneaux répartissaient les charges. Les cordes coordonnaient les équipes. Les embarcations convertissaient fleuves et mers en voies de transport. Les arcs déviaient les forces. Les citernes transformaient des pluies irrégulières en réserves durables. Deuxièmement, parce que les matériaux n'étaient pas traités comme des substances génériques. Les constructeurs connaissaient les différences entre les roches, les sols, les bois, les mortiers et les agrégats. Ils savaient où une pierre se rompait, comment l'eau traversait une pente et dans quelle direction un mur risquait de céder. Ce savoir n'était pas toujours consigné dans des traités. Il demeurait souvent dans les ateliers, dans les carrières et dans l'expérience accumulée. Troisièmement, parce que l'ingénierie monumentale était aussi une ingénierie sociale. La Grande Pyramide a exigé des bateaux, des vivres et des registres. Stonehenge a exigé une continuité entre les générations. Chaco Canyon a exigé des réseaux capables d'apporter du bois depuis des montagnes lointaines. Karnak a exigé des institutions qui ont survécu à différents règnes. La taille de la pierre ne révèle pas seulement la force de ceux qui l'ont déplacée, elle révèle le nombre de personnes qui ont accepté de la déplacer. Quatrièmement, parce que les anciens ne résolvaient pas tous les problèmes de la même manière. À Petra, ils ont creusé la roche. À Nan Madol, ils ont construit des îles. À Derinkuyu, ils sont descendus sous terre. À Machu Picchu, ils ont drainé une montagne. À Masada, ils ont stocké des orages. À Rapa Nui, ils ont peut-être fait marcher des statues. Il n'existait pas de technologie universelle perdue. Il existait des centaines de solutions locales. Nous ne connaissons pas encore la fonction du grand vide situé au-dessus de la grande galerie de la pyramide de Khéops. Nous ne pouvons pas encore reconstituer avec certitude le système complet de rampes utilisé pour sa construction. À Baalbek, le déplacement des plus grands blocs installés reste sans documentation directe. À Sacsayhuaman, il manque des éléments et des séquences de montage. À Pumapunku, une partie de l'édifice n'a jamais été achevée et une autre a été détruite. La chronologie de Derinkuyu comporte de multiples phases.